Bonsoir à tous. Merci pour l'introduction. Donc effectivement, je m'appelle Marjolaine Grandin, je suis la cofondatrice de Jam. Cofondatrice parce que derrière Jam, il y a aussi Loïc, qui est ingénieur, avec qui je me suis associée depuis le début. Donc on m'a proposé de venir raconter un peu mon parcours et je trouvais ça assez sympa comme idée. Parce que comme je disais à l'équipe, en fait, le Mashup, ça a été mon premier pitch quand j'ai commencé l'aventure, quand j'étais encore étudiante. Et donc je trouve que c'est une bonne façon de boucler un peu. Alors, je suis bien loin d'avoir fini l'aventure, etc. Donc je boucle pas, j'espère pas tout de suite. Mais en tout cas, c'était un bon clin d'œil à moi, il y a 4 ans et demi, qui commençait, qui avait peur de pitcher, qui répétait 2 heures avant, en boucle, dans notre pépinière, en me disant c'est l'événement de ma vie, il faut vraiment que je réussisse. Et non, en fait, il y en a eu plein d'autres après. Et, donc, faut pas dramatiser. Mais en tout cas, c'était chouette. Donc l'idée, c'est de vous raconter un peu comment on a eu l'idée de monter une boîte et comment en fait on est passé d'une plateforme d'échange entre étudiants à aujourd'hui une intelligence artificielle dans Facebook Messenger qui aide les gens, qui aide les jeunes, tout le monde, à s'inspirer dans sa vie quotidienne, à découvrir des bars, des restos, des playlists, des films, des voyages, etc. Donc ça a l'air d'avoir pas grand-chose à voir, mais en fait c'est assez fréquent dans l'entrepreneuriat que l'envie d'entreprendre et la solution qu'on a identifiée correspondent pas forcément à ce qu'on va faire in fine. Et en fait, ce qu'on attend d'un entrepreneur, c'est pas d'avoir la bonne idée, c'est pas de dire ah, j'ai une idée géniale que personne n'a eue. Si personne ne l'a eue, c'est sûrement qu'il y a un problème, c'est sûrement qu'il n'y a pas de marché, qu'il n'y a pas d'usage, ou pire, qu'il n'y a pas de problème. Et donc, c'est pas de dire j'ai une idée géniale, révolutionnaire, je vais le faire, ça va être super, je vais m'associer avec un ingénieur qui saura tout faire, parce que moi j'ai un parcours business, donc j'avais des amis qui me disaient mais t'as une idée, tu vas t'associer avec un ingénieur, il va tout faire, toi tu vas rien faire, et en fait tu vas empocher le succès, c'est horrible. Non, mais... Et puis surtout, ne lui dis surtout pas ton idée, parce qu'en fait il va partir avec, il n'aura pas besoin de toi. Encore faux, encore plus faux. Donc vraiment, il y a une grande différence entre le moment où on a envie d'entreprendre et le moment où on va découvrir par petites itérations son projet, la solution. Et ce que je répète, ce que j'adore répéter, et ce que je n'ai pas du tout fait, c'est pour ça que j'aime bien le dire, parce que je peux le dire avec énormément d'humilité, parce que je me suis pris toutes les claques pour arriver à cette phrase, c'est que ce qui est important, c'est pas la solution, c'est le problème. Il y a une phrase qui n'est pas de moi celle-ci, mais qui dit « Your solution is not my fucking problem ». Je pense qu'elle est assez explicite. C'est qu'en fait, tout le monde s'en fout de votre solution, tout le monde s'en fout de votre merveilleuse idée. Ce qui est important, c'est de dire « J'ai un problème que j'ai identifié, j'y crois dur comme fer, j'ai identifié que c'est un vrai problème, je l'ai expérimenté, idéalement. Donc, essayez de gratter votre propre problème, scratch your own itch. J'ai un problème que je partage avec d'autres, et du coup, je vais tout faire pour résoudre ce problème. » Et ça, c'est un état d'esprit qui fait qu'on a dû, par la force des choses, qu'on a dû, parce qu'on avait envie de continuer l'aventure, adopter avec Loïc, mon associé, mais que peu d'entrepreneurs au début partagent. Aujourd'hui, quand je discute avec des jeunes entrepreneurs, c'est j'ai une idée géniale. Parfois, pire, c'est je peux pas trop en parler parce que... Ok, bah dans ce cas, salut. Voilà, j'ai une idée géniale, j'ai une idée qui va changer le monde, et maintenant, bah, je vais juste mettre quelques milliers d'euros, mettre du temps, la développer, et puis ça y est, je vais être riche, ou je vais être célèbre, ou il va y avoir des milliers et des millions d'utilisateurs qui vont venir frapper à la porte de mon site web. Ça marche pas comme ça. Ce qui est important, c'est voilà, d'avoir le problème en tête. Tout ça pour dire que nous, on était donc deux étudiants d'écoles différentes, de parcours différents. Et on avait envie d'entreprendre, mais surtout on avait identifié un problème qui était, en tant qu'étudiant, que ce soit dans mon campus dans lequel j'ai commencé mes études, ou que ce soit quand je vais à l'étranger, j'ai toujours les mêmes problèmes. J'ai besoin de trouver un appart, j'ai besoin de trouver un stage. Une fois que j'ai tout ça, j'ai envie de trouver des bars, des restos, de rencontrer des gens, savoir où sortir, partir en week-end, acheter des bouquins, etc. Et on n'avait pas de solution qui correspondait à qui nous aidait à résoudre ce problème. Et en fait, on s'est dit, ok, on va créer un genre de Le Bon Coin, genre de Craigslist pour une école, donc une plateforme d'échange qui avait un peu un look de Pinterest, donc un tableau d'affichage digital au sein de l'école et qui permettrait aux étudiants de se partager des bons plans, des idées, des tips, etc. Et donc on a lancé ça, on l'a lancé à Sciences Po, c'est là qu'on avait le plus gros réseau. On a commencé à le lancer. En 2 mois de
tractage, de parler avec tout le monde, d'aller voir toutes les assos, de faire des pages Facebook, des événements, etc. On a eu la moitié du campus, donc un peu plus de 4000 étudiants qui se connectaient dessus régulièrement. Et là, on s'est dit, OK, c'est super, on tient un truc. Ça a pris quand même 1 an, en fait, à développer la plateforme, à la débugger, à imaginer des fonctionnalités. On a fait toutes les erreurs, c'est-à-dire qu'on était tellement contents de faire ça qu'on en parlait à tous nos potes et qui nous disaient, oh, c'est ouf, est-ce que tu pourrais faire telle fonctionnalité? Ouais, c'est pas exactement le... Ouais, mais et en fait, comme tout le monde est super content d'avoir un entrepreneur, énormément de guillemets, dans son réseau, bah, du coup, tout le monde met un peu ses propres fantasmes. Et c'est, moi, je pense ça, moi, j'ai telle idée. Tu as sûrement pas pensé. Mais non, j'ai sûrement pas pensé. Ça fait 2 mois que je pense qu'à ça. Et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé, alors que toi, ça fait 2 secondes. Mais si, j'y ai pensé, et c'est peut-être pas la bonne idée. Mais peut-être qu'à un moment, je me dis que les autres ont raison, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que on a mis beaucoup de temps à... alors, c'est pas aussi sexy que le garage, mais on est dans une pépinière, malheureusement aujourd'hui. Mais voilà, on est dans une pépinière à développer, à designer, à se prendre la tête sur la couleur du bouton, sur le nom de la fonctionnalité. Enfin, des trucs, à un moment, on part en live. C'est-à-dire que tu regardes, tu as la tête dans le guidon, tu regardes que ce que tu fais, tu as l'impression que pour l'utilisateur, on a du mal à prendre du recul. Et c'est pour ça que moi, j'incite aussi à lancer le plus vite possible votre produit, votre projet, lancer une landing page. Donc c'est un petit site qu'on fait, même sans avoir besoin de coder, qu'on peut faire en 15 minutes sur un site, par exemple, qui s'appelle Strikingly, gratuit. Vous faites votre page, vous mettez votre proposition de valeur et vous mettez ça sur Facebook, vous voyez s'il y a des gens. Si personne ne vient, bah, c'est qu'en fait, vous n'avez pas touché du doigt un problème, c'est que l'angle que vous apportez, le ton, etc., ne sont pas le bon. Peut-être que vous n'avez pas ciblé le bon marché. Enfin, l'idée, c'est vraiment de tester très rapidement. Et nous, on a mis trop de temps à tester. Mais du coup, une fois qu'on avait lancé le produit, on y tenait, quoi. Et c'était ça le problème aussi, c'est qu'on y tenait trop. C'est-à-dire c'était impossible pour nous de dire, ça fait 8, 10, 12 mois qu'on a travaillé à construire une plateforme, à la débugger, à y mettre tout notre amour, et bah, elle va pas marcher. C'était juste pas une réalité possible. Donc en fait, on a poussé. Et comme on était sur un marché qu'on connaissait bien, des gens qu'on connaissait, et qu'on itérait, on a eu des premiers succès. Donc on a fait une première petite levée de fonds avec des business angels de Sciences Po, donc des alumni qui avaient réussi et qui voulaient investir. On a fait une petite levée, on a fait 90 000 € pour commencer. On a rejoint le Nouma. On avait l'impression que ça y est, on a fait une petite levée. On était les seuls au Nouma sur les 12 équipes à avoir un peu d'argent. On avait notre produit, ça marchait dans un campus. Et là, on s'est dit, OK, c'est parti. On va itérer, quoi. On va en lancer plein d'autres. Et là, énorme claque. En fait, non. Si vous faites ça, vous allez devenir une SS2I de campus. Vous n'avez aucune ambition. Vous voulez en lancer 10 d'ici la fin de l'année. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous en lanciez 100. Et si vous n'êtes pas capable d'en lancer 100, bah, faut tout changer, quoi. Ouais, mais non, en fait, nous, on n'a même pas le temps de venir à vos confs. On n'a pas le temps de venir à vos événements. On doit shipper, quoi. On doit produire, on doit lancer. Et en fait, donc voilà. Pas du tout première d'ailleurs, mais première claque au Nouma, c'est les gars, vous n'êtes pas si avancés que ça. On vous a pris parce que voilà, il y avait du potentiel, il y avait une envie, il y avait une niaque, mais derrière, on va un peu reprendre les choses. Et donc, on itère, on réfléchit à plein de trucs, on fait avancer notre plateforme. Et autre claque, 3 semaines avant le Demo Day, donc c'est le jour où on est dans un parterre de 500 investisseurs, pitch en anglais, les slides, le machin, pas mal de presse qui est là, etc. Et l'idée, c'est qu'à la fin du Demo Day, normalement, alors le fantasme, c'est qu'au moment du cocktail, tu t'empoches des chèques. C'est pas du tout ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'après, tu peux avoir des cartes de visite et après passer du temps à discuter avec les investisseurs. Mais en tout cas, c'est le premier moment où on a l'opportunité de dire voilà ce qu'on a fait pendant 5-6 mois, voilà où on veut aller, discutons-en. Et sauf que nous, 3 semaines avant, on se dit ok, en fait, les métriques, ça va pas du tout. On n'est pas en train de faire ce qu'on croyait être en train de faire. C'est-à-dire que les gens se connectent sur la plateforme, mais ils postent pas beaucoup, ils commentent pas beaucoup. Pourquoi ils se connectent? C'est quoi le problème? Et là, on se dit ok, faut reprendre à zéro. Faut reprendre à zéro. Le démo day est dans 3 semaines, 2 semaines, 1 semaine, c'est pas grave. Donc on se dit, on jette tout. Donc là, énorme bad, 2 ans de tout jeter, de design jeté, de code jeté. Moi, c'était vraiment mon bébé, cette plateforme collaborative. Je l'avais rêvé, non, on a tout enlevé et on l'a pas dit, bien sûr, au coach du Nouma. Oui, tout va bien, toutes les semaines, tu fais ton truc. Non, ça passe. Tu sais qu'en fait, il se passe rien. Tout le monde fait son slide deck, tous les autres CEO font leur deck. Ils ajustent la police, la taille. Toi, tu es là avec ton truc, la page blanche horrible avec title here. T'es là, genre,
Ok, c'est parti. Et du coup, on se retrouve à dire, ok, on va faire des mock-ups d'applications, on va inviter des utilisateurs de notre plateforme actuelle et on va voir ce qu'ils en pensent. Donc on fait venir une dizaine de personnes petit à petit et on leur dit, voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et là, en fait, c'est assez magique, c'est-à-dire qu'ils nous disent, alors ça paraît horrible, mais en fait, c'est le début de ce qui va être très chouette, c'est qu'ils nous disent, en fait, j'en ai rien à faire d'une énième application. Moi, elle est marrante, elle est bien faite, la couleur est sympa en background, c'est cool. Mais moi, si tu veux vraiment m'aider, je vais te dire ce que c'est mes problèmes et tu vas les résoudre. Et on verra si tu as vraiment envie de m'aider. Moi, mon problème, c'est que je cherche une salle de gym qui fait tel sport et tel sport à tel prix dans le 18e près de chez moi. Je cherche un bar où emmener mon date Tinder. Je cherche une date cadeau pour les 50 ans de ma maman. Je cherche un stage en finance à New York, etc. Et donc là, c'est même pire que le questionnaire de qu'est-ce que tu penses de mon application. C'est tu retournes la page, tu passes en mode page blanche. Tu dis, OK, donc tu cherches une salle de gym qui fait taekwondo et machin, à moins de... D'accord. OK, ben du coup, comment tu vas faire pour le chercher? C'est quoi les pain points? Enfin, c'est quoi les difficultés? C'est quoi la magie que tu vas attendre dans ta recherche, etc. Et puis surtout, à la fin, donne-moi ton mail. Et puis, je vais faire le travail à la main. Je vais revenir vers toi avec des propositions. Et donc, on a pris plusieurs mails comme ça, une dizaine. On s'est mis autour d'une table et on a commencé à, avec notre propres adresses mail, donc Marjolaine à Jam, Loïc à Jam, Anas à Jam, etc., à se distribuer comme ça les recherches à faire, on appelle ça des requêtes, les requêtes, et à commencer à faire une recherche et dire voilà, je t'ai trouvé 3 salles de sport près de chez toi, véridique, s'appelle Jean-Claude, bonne santé, très beau gosse. Voilà, donc, il a fait son truc, et on lui dit voilà, qu'est-ce que t'en penses? Il nous dit c'est super, je vais m'inscrire dans la deuxième, est-ce que tu peux maintenant m'aider sur un nutritionniste? Aussi vraie histoire, le mec. Bon, et donc voilà, on lui trouve un nutritionniste et il nous dit à la fin et est-ce que je peux donner le mail à un ami qui cherche aussi des trucs, qui aurait besoin, qui cherchait, je crois, un visa pour le Vietnam, enfin savoir comment faire un visa pour le Vietnam de manière simple. Donc ok, on s'y met. Et là, on se dit, ok, on a passé 2 ans à coder plein de plateformes, à choisir si la couleur elle était verte ou vert bleu ou vert bouteille. Je sais même plus ce que c'est que la différence, mais à l'époque, ça me paraissait hyper important. Et à essayer de pousser l'usage, à convaincre les gens de venir, etc. Et là, en fait, en 24 heures, on a fait la boucle problème-solution pour des vrais gens qui non seulement veulent revenir, qui en parlent autour d'eux et qui trouvent de la valeur à ce qu'on a créé. Et donc, depuis, en fait, l'histoire de Jam, ça a été... ça, c'était il y a 2 ans, c'était en mars-avril 2015. Ça a été de faire ça, non pas pour 10, 100, 1000 personnes, mais pour aujourd'hui 100 000 personnes qui utilisent Jam dans leur vie quotidienne pour répondre à des besoins. Alors, il y a eu un moment où on a fait ça, on s'est vraiment concentré là-dessus et on a essayé de le faire à scale, donc vraiment l'amener à échelle pour plus en plus de gens. Aujourd'hui, on est dans une autre phase. On est dans une phase où on a levé des fonds, où on voit quelles sont nos forces, on voit ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire. Donc c'est une autre phase, c'est hyper excitant parce que créer, c'est être sous la contrainte et c'est assez... Moi, j'adore cette phase. Mais il y a une autre, celle qui a suivi en fait ce fameux aha moment où on se dit waouh, en 24 heures on a bouclé ça. C'est une phase que vraiment je trouve qui est géniale à vivre. C'est une phase où on n'a pas vraiment de contraintes parce qu'on n'a pas encore levé de manière significative, on n'a pas encore des comptes à rendre et on peut tout faire. On peut tout faire parce qu'on ne doit pas encore scaler, on ne doit pas encore industrialiser et donc on peut juste continuer, par exemple, si on prend la food tech très à la mode, si quelqu'un se dit je vais faire des cupcakes et les meilleurs cupcakes et je vais les livrer à n'importe qui en a envie, quand tu le fais pour 10, 100 personnes, en étant un peu malin, en ayant une équipe de gens motivés, si tu sais faire des cupcakes et que tu te débrouilles un peu avec le web pour trouver les bons outils, etc., c'est pas compliqué de se dire je vais faire les meilleurs cupcakes de Nantes et je vais les livrer en moins de 7 minutes. Enfin, je ne sais pas exactement mais l'idée, tout est possible en fait. On est arrivé à ce stade où à partir du moment où on a craqué le product market fit, donc on a un produit qui correspond à une cible, tout est possible. Et après, quand on doit industrialiser, ben oui, alors en fait, faire vraiment les meilleurs cupcakes, c'est peut-être un peu trop cher. Et donc en fait, on va réduire le marché, on va réduire la cible, etc. Mais en tout cas, il y a eu une phase qui a duré 1 an où on est sorti du Nouma. Là, ce qui était assez génial, c'est qu'on ne pensait pas relever des fonds. On a levé un peu, on a refait une levée de 100 000 euros avec un autre business angel au Nouma pendant la période, avant le pivot. Et en fait, après le pivot, moi, je discutais avec pas mal de seniors dans des grands comptes, plutôt sur la partie business, et qui en fait m'ont dit, j'adore votre nouvelle orientation, est-ce que je peux mettre un peu d'argent?
Et moi, j'avais fini par croire à mes propres histoires. J'avais pitché au Démodé, la vidéo est encore en ligne, c'est un peu douloureux, mais en disant oui, on va lever 750 000 pour développer notre truc et tout. Et des gens me disaient écoute, Marjo, moi j'y crois, on discute ensemble depuis plusieurs mois. J'ai quelqu'un qui m'a dit j'aimerais bien mettre 50 000 € maintenant. Et parce que je veux travailler avec vous, je veux être un genre de mentor, business developer, mais je veux être intéressé au capital. Je dis écoute, 50 000 €, enfin là c'est pas possible, on vient de reboucler 100 000. Il revient vers moi 2 jours après, il me dit ok, je mets 80, mais tu me laisses venir. Je dis ben non, désolé, c'est pas le moment. Nous on va lever 750. J'y crois à tes propres trucs. Je dis non, nous c'est 750, on va pas lever 80. Et il me dit tu sais quoi, moi je veux vraiment les mettre, on va trouver un mécanisme, trouve d'autres gens et on fait un tour à 150. Et donc un samedi, j'étais chez Loïc, je lui dis écoute, je sais pas, il y a quand même du cash qui est là, why not quoi. Et on dit bon, on y va au bluff, on envoie un message à quelques personnes, des seniors dans des boîtes avec qui je discutais, et on voit si d'ici mercredi on a les 150, on close, sinon tant pis. Vraie timeline, samedi, mercredi, on se dit sinon tant pis. Ok, donc j'envoie un petit mail. Alors, le mail, tu relis chaque petite virgule et tout, alors qu'il a l'air hyper casual, genre yo, on va boucler un petit tour de table, tu veux venir, c'est cool, c'est pas cool, mais alors qu'en fait, t'es là. Et donc on envoie le truc, et je dis voilà, la valo c'est ça, on a déjà la moitié de commits, ça va s'arrêter à 150, ce sera pas plus, hein, non, pas plus. C'est tout ce dont on a besoin pour développer notre truc, et après, voilà. Tu fais ton truc, et puis j'ai une réponse d'un certain Philippe qui me dit écoute, ça m'intéresse, viens, est-ce que vous pouvez venir lundi ou mardi à 8h pitcher avec Loïc. Voilà. Je dis à Loïc bon, ben voilà, on a un rendez-vous, on y va. Et donc là, on y va. Pareil, tu te dis c'est cool, on a l'ascendant, c'est nous qui le laissons gentiment, gracieusement mettre de l'argent, mais en fait, t'es pas vraiment dans ce mood. On y va, on pitch et tout, ça se passe super bien. Au même moment, on était en train d'emménager dans des nouveaux bureaux, parce que si vous avez bien suivi, on sortait tout juste du Nouma. Donc il fallait emménager, donc on était chez Leroy Merlin, enfin le bordel, avec une autre boîte, Sounds Good, je sais pas si vous le connaissez, et Burley. Donc on était avec eux, tout feu, tout flamme, on emménage en coloc de start-up, machin. Et donc là, j'étais en train de choisir, je sais pas, la couleur du bureau de machin, et un mail, c'est bon, on met le montant qui reste, juste nous, c'est parti. Mais je veux mettre tout ce montant parce que moi, j'ai investi dans peu de boîtes. C'est quelqu'un qui a investi dans French Web et du coup dans Jam. Donc si je suis là, je veux avoir des parts pour pouvoir être au board, etc. Donc là, tout de suite, la couleur du bureau, t'es là genre... Ok, bon bah oui, très bien. Écoute, j'en discute avec Loïc et puis on verra. Et donc c'est comme ça qu'on a closé le 3e petit tour et qu'on a annoncé donc ces 300 000 € en tout à peu près qu'on avait levé. Et là, tout s'est accéléré. Donc on avait un peu de runway, un peu de sous pour continuer, et on était hyper motivés pour pousser vraiment sortir de la phase de test ce produit qui était donc mi-humain, mi-machine. À l'époque, IA, c'était un bien grand mot, mais c'est toujours plus cool de dire IA que machine et template. Et donc voilà, mi-template, mi-humain, on répondait aux questions, etc. À la rentrée de septembre, on a eu un gros boost de croissance parce que, comme on était surtout sur les étudiants au début, maintenant on en est sorti, la presse parle beaucoup des étudiants, etc. Donc le fait est qu'on a eu un boost de croissance et on a commencé à switcher le modèle, comme on avait de plus en plus de messages, en finalement de la machine supervisée par des humains. Et donc ça a été vraiment on s'est dit, OK, on est en train d'accélérer. Et au même moment, des anciens de Sciences Po, de l'incubateur, parce qu'on est aussi passé par l'incubateur, m'envoient un mail en me disant, voilà, on vient de revendre notre boîte, on adore ce que tu fais avec Jam, les nouvelles évolutions. Est-ce que tu veux est-ce que tu cherches à lever ? Et là, on se dit, bon, je sais pas, on vient tout juste de lever, mais bon, pourquoi pas. Dans ce cas-là, il faut que je discute avec quelques fonds. Et en fait, ça s'est fait très vite, sachant qu'il y a quelque chose qui peut être positif, mais qui est très dangereux, c'est qu'on s'aperçoit qu'en fait, tous les fonds se parlent entre eux. Moi, j'avais l'impression qu'ils étaient tous une grosse coloc aux portes de Paris, qui prenaient le petit-déj, le déjeuner. C'était vraiment... tu discutes avec un, et en fait, il te dit, oui, j'ai déjeuné avec Boris hier, il m'a raconté, c'est pas mal. Du coup, ton chiffre, c'est ça. J'étais là, oh putain, heureusement que j'ai pas... OK. Ils se connaissent tous, dès que tu dis un truc. C'est que ce soit des fonds institutionnels, privés, enfin, c'est... Mais du coup, quand ça se passe bien, ça peut aller très vite. Et surtout, un investisseur, il a... plus que de mettre de l'argent dans une boîte qui va rater, il a peur
de ne pas mettre d'argent dans une boîte qui va réussir. C'est le FOMO, Fear of Missing Out. Nous, c'est pour la soirée du machin. Eux, c'est vraiment, est-ce que je vais rater le deal du siècle et est-ce que du coup je vais m'en vouloir et enfin c'est juste impossible. Et donc en fait quand tu fais monter un peu la sauce comme ça, qu'ils se disent tous genre il y a un truc, ça va se faire vite, mais à l'inverse à partir du moment où les faits retombent, t'es foutu quoi, t'es placardé et puis personne veut de toi et t'es là, t'as beau revenir genre mais attends je comprends pas, non mais c'est bon plus tard. Un investisseur ne dit jamais non et dit toujours plus tard, horrible. Donc ça t'es là, c'est bon j'ai 10 touches mais il se passe rien. Donc voilà, c'est plus tard ça veut dire non merci. Et donc, finalement, on commence à discuter avec quelques fonds. Et en un mois, on a eu une term sheet, donc c'est une proposition d'investissement de Isaïe, avec les anciens de Sciences Po, qui ont mon âge, tout va bien, qui voulaient aussi mettre dans notre capital, et quelques business angels d'Isaïe. Et donc, on a levé 1 million d'euros avec eux. Donc finalement, ça a été une année où voilà, on s'est dit, au début, on a pitché, on n'avait pas grand-chose, et à la fin, on a 1 million d'euros pour scaler, pour avancer, etc. Et depuis, on a pas mal fait avancer le modèle. On est rentré dans cette phase d'industrialisation. Et aujourd'hui, Jam, c'est ce petit robot qui est maintenant 100% automatisé, avec qui on discute dans Messenger uniquement. On a eu une phase SMS, maintenant c'est dans Messenger. Et qui va... l'objectif, notre future tagline qui n'est pas encore live, c'est « Jamais 2 fois la même journée ». C'est vraiment l'idée, je vais t'aider à découvrir des choses super tous les jours. Je vais t'aider. Tu veux trouver un bar, je vais te trouver le meilleur bar. Tu veux te regarder un film, je vais trouver le super film. Tu veux partir en vacances, tu veux faire une recette de cuisine, il est capable de raconter des blagues, etc. Et ça a été... pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur le temps libre, les bons moments, etc. Ce serait long de le raconter et on pourra en discuter à d'autres occasions. Il y a pas mal d'articles aussi dans lesquels on raconte un peu ça. Mais entre-temps, l'écosystème a énormément changé. Et ça, c'est quelque chose aussi d'important quand on monte une boîte. C'est que le but, c'est d'être tout le temps hyper alerte, tout le temps faire de la veille et jamais se laisser dépasser. En fait, toujours regarder ce qui se passe, toujours essayer d'être malin avec les outils. Et quand on s'est lancé il y a 2 ans sur le conversationnel avec du SMS, tout le monde nous disait « mais pourquoi vous faites pas d'appli ?» Ou alors je passais un quart d'heure là comme ça à raconter ce qu'on faisait en disant il n'y a pas d'application, c'est comme un pote avec qui on parle, etc. Et à la fin on me disait génial, par contre je trouve pas sur l'App Store. C'est hyper gênant. Enfin, je comprends pas qu'est-ce que j'ai mal dit, à quel moment j'ai parlé d'application, mais c'est juste que c'était évident que si c'était sur mobile c'était une application. Aujourd'hui les chatbots, qui a entendu déjà le mot chatbot, bots? Ok, cool, voilà, c'est super. Il y a 2 ans, j'étais un peu seule au monde. Il y avait un autre nom, c'était application invisible. Les gens disaient, c'était hyper féerique. Maintenant, c'est un peu plus voilà, chatbot. Mais voilà, maintenant, les chatbots se sont démocratisés depuis que Facebook, il y a 1 an tout pile, a ouvert sa plateforme, le Bot Store sur Messenger, et a commencé à donner des outils à des développeurs pour créer des bots. Et donc nous, on s'est dit, ok, on a commencé sur SMS, on a été un peu pirate en juillet 2015 à créer un genre de bot avec une page Facebook. On utilisait presque nos propres comptes, enfin sans rentrer dans les détails techniques, notre propre token d'API. C'était un peu illégal, un peu borderline, on avait des problèmes de scalabilité, mais on l'a fait et c'était cool. Mais c'est un risque qu'on a pris et c'est payant parce qu'aujourd'hui, on travaille avec Facebook main dans la main. À leur conférence, le F8, il y a 2 semaines, conférence internationale, ils ont présenté Jam comme un de leurs partenaires privilégiés. C'était ouf. Enfin voilà, c'est quand on prend des risques, quand on fait des choses alors qu'on n'est pas sûr que ça va marcher, mais parce que on est passionné par ce qu'on fait, parce qu'on veut absolument résoudre le problème, parce qu'on y croit et qu'on lâchera pas tant qu'on n'a pas résolu ce problème, bah ça paye et c'est aussi plus facile de rester. On a eu franchement, on a fait plein d'erreurs. On a fait des mugs et des sacs avant d'avoir un site, quoi. Enfin, je veux dire, vraiment, on a fait de la merde. Non, mais on était trop fiers de mettre CEO, CTO sur notre LinkedIn, mais CEO de quoi? J'ai rien, j'ai pas un utilisateur. Enfin, mais on a tout fait. Mais le fait, c'est qu'on a eu la chance de la niaque de partir avec un problème et qu'on se dit que tant qu'on l'a pas résolu et tant qu'on n'est pas allé au bout, et de toute façon, on n'a pas envie d'avoir un job normal. Et moi, j'ai pas du tout envie d'être salarié. Et j'ai pas envie de faire autre chose. Ben, en fait, on va continuer, quoi. On va continuer. Et si on se concentre chaque jour sur améliorer un petit peu, c'est le mot que j'adore en ce moment, c'est incrémental. Si chaque jour, incrémentalement, j'améliore un peu mon produit, j'améliore un peu mon pitch, j'améliore un peu la façon dont je démarche des clients, etc., bah, ça va finir par payer. Et en fait, je pense que dans les startups aujourd'hui, il y a un peu ce mythe de
des overnight success. Waouh, c'est ouf, regardez, ils ont commencé et maintenant en 2 mois. Moi, franchement, il y a des articles qui disent Jam s'est lancé quand on a levé 1 million d'euros, donc c'était en janvier de l'année dernière. Il y a des articles qui disaient ça fait même pas 1 an, ils ont levé 1 million. Non, ça fait 3 ans qu'on rame, mais les gens veulent pas l'entendre. Les gens veulent pas l'entendre. Et c'est très dur de dire. Voilà, les gens ont envie de rêver, ont envie de. Mais non, derrière, il y a énormément de temps. Il y a du temps dans l'ombre, il y a du temps pour se lancer. Et après, il y a des levées de fonds, mais on n'a pas levé 1 million du jour au lendemain. D'abord, on a levé 90, puis 100, puis 150, et ça s'est fait un peu bizarrement, mais ça s'est fait. Et on n'a pas eu 100 000 utilisateurs du jour au lendemain, et on n'a pas eu la presse qu'on a aujourd'hui du jour au lendemain. Voilà, il faut être hyper constant, hyper consistant, persévérant. Et tant qu'on se dit, en fait, c'est pas grave si c'est dur, mais je préfère être là, je préfère faire ça qu'autre chose. Voilà, les coups durs, moi j'ai l'impression que je vis aussi bien les coups durs que les trucs bien. C'est peut-être bizarre, mais quand j'ai un challenge, quand j'ai quelque chose de difficile, quand ça paraît insoluble, je prends autant de plaisir intellectuel que quand c'est génial, quand on apprend aussi à se dire un article c'est cool, mais c'est pas ça le sujet final. On apprend à finalement tout se balance, et tant qu'on prend du plaisir, on a envie de continuer. Et nous, notre objectif avec Loïc, on est toujours là depuis le premier jour. Maintenant, on a une super équipe du produit, du marketing, du business, etc. Et on apprend énormément, on se prend énormément de plaisir, et voilà quoi, on est content. Voilà. Complètement décousu, mais merci. Merci Marjolaine. Nous allons accueillir Boris Paulin, qui est Privacy Officer chez WeThings, donc les objets connectés. Sophie Loézic, bienvenue, qui est Data Scientist à l'Institut CSA. Et enfin Jocelyn Dréan, qui est Data Engineer chez iAdvise. Merci à tous pour votre présence. C'est Ophélie qui va animer le débat pendant à peu près 45 minutes. Vous pouvez suivre le live tweet avec le hashtag MUNantes11. Vous pouvez aussi tweeter, ça nous fait plaisir. Et puis je laisse la parole à Ophélie. Merci. Bon, très bien, je suis sûre qu'après tout ça, vous avez plein de questions sur les datas et ce qu'on en fait. D'abord, est-ce qu'on peut rapidement faire un tour de table pour vous présenter un peu plus en détail, parce qu'on est passé très rapidement sur vos noms et prénoms. Je vous laisse démarrer, peut-être Sophie. Ça marche ? Oui, colle-le un peu plus fort. Ah. Bonsoir à tous. D'abord, merci pour l'invitation ce soir, et merci d'être venus aussi nombreux. Donc, je suis Sophie Loézic. Je travaille à l'Institut CSA en tant que data scientist. Alors, 2 petites précisions. Il s'agit de l'Institut CSA, c'est les études de marché, ce n'est pas le Conseil supérieur de l'audiovisuel. La confusion est facile. Et en tant que data scientist, je sais que d'une entreprise à l'autre, ça peut avoir des réalités très différentes. Donc moi, mon rôle, en gros, c'est d'analyser les données quelles qu'elles soient, sachant que dans un institut d'études de marché, le cœur de métier, ça reste les enquêtes et les sondages. Mais pour certaines études, on peut être amené à utiliser d'autres types de données. Donc, par exemple, on parle de cookification, donc l'exposition aux publicités sur Internet, par exemple. Ça peut être aussi des bases de données clients. Donc, on entend souvent parler de CRM. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme. Ça peut être aussi de l'open data dans certains cas. Mais on aura sans doute l'occasion d'en parler un peu plus tard. C'est ça. Merci. Très bien, merci. Passons à Jocelyn, peut-être. Salut à tous. Du coup, moi, c'est Jocelyn Dréan. Je suis actuellement data ingénieur chez iAdvise. Alors, sans doute, vous connaissez, c'est une start-up qui est sur Nantes, qui existe depuis à peu près 5 ans. On travaille domaine conversationnel, on est une plateforme conversationnelle. L'idée, c'est de pouvoir mettre en relation des visiteurs et des clients avec les marques. Sinon, avant ça, j'ai travaillé pendant également... donc moi, je suis en fait un profil le plus technique. C'est pour ça qu'il y a le côté ingénieur dans mon intitulé. Je ne sais pas si je suis pas réellement ingénieur, mais enfin bon.
En tout cas, je suis plus technique, donc plus développeur, etc. Je développe des applications, je mets en place des problématiques sur la machine learning, sur justement tout ce qui est big data. Donc je joue pas mal avec la donnée. Et avant ça, j'ai travaillé pendant 1 an et demi à Montréal, au Canada, pour l'entreprise qui s'appelle ManGeek, et plus précisément pour leur régie publicitaire. Et en fait, ManGeek, pour ceux qui ne connaissent pas, et je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, c'est le numéro 1 sur Internet pour les contenus pour adultes. Voilà. Donc, si vous avez déjà consulté du contenu pour adultes sur Internet, vous êtes sans doute passé par les publicités pour lesquelles je travaillais. Et vous êtes sans doute été targeté par la boîte pour laquelle j'ai travaillé. Bon, voilà, c'est pour la petit côté humoristique. Mais donc, il y a aussi la vision, on pourra échanger, je pense, là-dessus, sur la partie régie publicitaire et ciblage publicitaire. Voilà. Très bien, merci Jocelyn. Boris, à toi. Donc, bonjour à tous, je suis Boris. Je ne suis pas le Boris que tu as parlé tout à l'heure. Donc, pour ceux qui cherchent à lever des fonds, c'est pas moi qu'il faut voir. Désolé. Je m'occupe des affaires juridiques chez Weezings. Et donc, dans ce rôle, je m'occupe des affaires de tout ce qui est données personnelles, protection des données personnelles au sein de l'entreprise. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Weezings, c'est une entreprise française qui fait des objets connectés. Donc des petits objets comme ceux-là, comme ceux que je porte aujourd'hui, et comme plusieurs d'entre vous portent. Merci à tous. et donc, ouais, on a échangé pas mal sur les sujets de data et comment est-ce que la data peut être vue comme une opportunité et comment est-ce que juridiquement on peut en faire beaucoup de choses et des choses bien pour l'ensemble des utilisateurs. Ok, très bien, merci. Du coup, Marjolaine, ouais. On va pas recommencer. L'objectif, c'est que ce soit très interactif, donc n'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions pour réagir. On passe dans la salle avec des micros. Donc c'est le moment d'en profiter. Pour bien démarrer, est-ce que l'un de vous peut quand même démystifier, peut nous expliquer ce qu'est une data et quel type de data il y a et qu'est-ce qu'on laisse sur Internet? Grosse question pour démarrer. Je peux commencer sur la partie juridique pour que tout le monde soit extrêmement heureux. Une donnée, ça a plusieurs éléments et aujourd'hui, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la donnée personnelle. Donc la donnée personnelle, c'est celle qui est reliée à un individu, que ce soit directement ou indirectement. Donc est-ce qu'aujourd'hui, quand vous utilisez une montre connectée, est-ce que la donnée qui en sort une donnée personnelle, si elle est reliée à un compte ou pas? Le point important sur une donnée personnelle et dans le cadre du big data, c'est que donnée personnelle, c'est une donnée qui est reliée à un individu. Le big data, en revanche, se porte sur des données personnelles, mais ces données personnelles ne sont pas forcément reliées à des individus. Et ce qui est intéressant dans le big data, justement, c'est comment est-ce qu'on peut agréger des données, comment est-ce qu'on peut trouver des tendances en utilisant des centaines, des milliers, des millions de données de plusieurs personnes, sans pour autant mettre en danger un individu à titre individuel. Donc ça, c'est le point de vue juridique et qui change de régime à ce moment-là. Ouais. Je sais pas si cela fonctionne. Normalement, oui. Oui. C'est bon, ça fonctionne. Un exemple peut-être plus concret sur la problématique justement de données personnelles. Si par exemple vous êtes sur un site marchand et que vous achetez des produits, vous visitez plusieurs pages, si nous on collecte ces données-là, mais qu'en fait on n'est pas capable de savoir que la personne qui a regardé 6 pages produits, qui a vu tel produit, qui l'a mis dans son panier puis qui l'a acheté, c'est pas réellement Madame Michel Dupont qui habite à tel endroit. Si on n'est pas capable de relier ces données-là réellement à une personne physique, c'est pas réellement une donnée personnelle au sens réellement juridique. Après, tu peux toujours m'interrompre, tu vois, si je dis une bêtise. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, justement, dans la notion de big data, c'est qu'on est capable de faire beaucoup de choses sur des données qu'on pourrait penser personnelles, mais à partir du moment où elles sont réellement anonymisées, en fait, on ne peut pas en faire grand-chose. C'est-à-dire que oui, on sait qu'il y a un visiteur 6615 qui est arrivé, qui a vu 3 pages produits, qui a acheté tel type de produit, et qu'on pourrait se dire, bah, si tel type de personne achète tel type de produit, on pourrait lui recommander tel autre produit. Mais réellement, après, on n'est pas capable de savoir qui est réellement derrière ça. Et finalement, si derrière, vous, par exemple, vous supprimez vos cookies, ou vous connectez à nouveau, et ben en fait, on ne sera pas capable de savoir que c'est réellement vous qui avez acheté potentiellement tel ou tel produit. Donc c'est aussi la chose importante, aller dans la partie données personnelles. Ok, très bien. Et du coup, les données panélistes, justement, Sophie, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que c'est et qui ça représente? Les données panélistes, en fait, souvent pour les enquêtes et les sondages, on utilise des panélistes, donc ça veut dire des personnes qui sont volontaires pour répondre à ces enquêtes. Chez CSA, on a environ 90 000 personnes qui sont sollicitées de manière plus ou moins régulière. Et justement, quand elles s'inscrivent à ce panel, il y a toute une politique de confidentialité.
On parle de opt-in et de opt-out. Ça veut dire que la personne peut se désinscrire à tout moment sur simple demande et ces données seront supprimées et elle ne sera plus sollicitée pour répondre aux enquêtes et aux sondages. Et pour revenir sur les éléments cités par Boris et Jocelyn, c'est Jocelyn ? Désolée. Les données sont également anonymisées. Quand on fournit des fichiers de données aux clients, c'est-à-dire aux entreprises pour lesquelles on travaille, ou quand on fournit des tris, les données sont agrégées et les données ne portent pas d'informations personnelles telles que le nom, une adresse précise, un numéro de téléphone. C'est des numéros, donc c'est vraiment confidentiel et la sécurité des données est bien sûr indispensable. Et du coup, dans vos entreprises respectives, à quoi servent les données justement ? Moi, j'allais justement y venir. En fait, je pense qu'une donnée, elle peut avoir une seule nature, mais plusieurs usages. Et je pense que c'est important de différencier effectivement ce qui va être relié à quelqu'un et ce qui va être de nature du panel, en fait. Nous, par exemple, avec Jam, quand vous commencez à discuter avec lui, c'est important pour nourrir l'intelligence artificielle, pour avoir une expérience personnalisée qui s'améliore avec le temps. C'est crucial, c'est indispensable que Jam crée un profil qui puisse connaître, au début, il va vous demander votre âge, il va vous demander où vous habitez, si vous étudiez ou si vous travaillez, etc. Il connaît votre genre via Facebook. C'est la seule donnée que Facebook nous donne, c'est le genre et le nom-prénom. Et en fait, grâce à ça, on va commencer à créer un profil. Et en fonction des utilisations avec Jam, est-ce que vous lui demandez des bars, est-ce que vous lui demandez des restos, des expos, etc. On va commencer à dire, OK, cette personne, elle sort plutôt dans le 10e arrondissement de Paris, dans le centre de Nantes, etc. Et lui proposer des choses et améliorer l'expérience. Ça, c'est des données qu'on a sur une personne. Mais nous, la façon dont on va exploiter cette donnée avec notre business model, c'est du panel, en fait. C'est du sondage. On a décidé de ne pas faire de publicité, mais de plutôt faire levier sur la conversation qu'on a, tous les échanges qu'on a, toute la connaissance qu'on engrange en discutant avec 10 milliers de jeunes. On va aider, par exemple, un exemple qui parle bien, c'est la SNCF, va nous dire, voilà, moi, je veux comprendre un peu le comportement des jeunes par rapport au train, les alternatives que sont le covoiturage, que sont le bus, que sont l'avion, etc. Comment est-ce qu'on peut améliorer le train de demain ? Et donc, on va poser des questions dans le cadre d'une conversation de voyage, dans le cadre même de façon spontanée. Tiens, au fait, je me demandais, etc. Et ça, c'est des données qu'on va récolter, mais qui sont complètement anonymisées, qui sont qui sont précises sur la nature du train. Et on va faire des statistiques. Il y a 30% qui préfèrent le covoiturage. Il y a 50% qui pensent en premier à retard quand on dit SNCF. En vrai, c'est plutôt 70%. Ça m'étonne pas. Voilà. Et donc ça, c'est des données en fait qui sont complètement anonymisées, mais on a quand même des profils. Donc il y a vraiment, je pense, on récolte des données, on collecte des données, mais on n'en fait pas la même chose, que ce soit commercialement ou pour améliorer son produit. Et c'est un point qui est extrêmement important, c'est quand on parle de big data ou d'agrégation de données, on parle de données qui ne sont pas identifiantes à sa propre personne. Donc il n'y a pas d'intérêt, et c'est un point qu'il faut vraiment tordre le cou à cette idée de dire le big data, ça va à l'encontre de la vie privée des individus. Aujourd'hui, quand une entreprise travaille sur du big data, elle le fait non pas sur les données individuelles, elle le fait sur des données de centaines, de milliers de personnes en agrégeant ces données. Donc il n'est pas possible, donc l'anonymisation, donc c'est un processus qui est prévu, mais c'est de revenir sur des données qui sont globales pour comprendre des tendances. Et c'est ça qui est extrêmement important, c'est de déterminer des tendances. Et le mot se nourrir, et le processus itératif, le big data est vraiment constant, et c'est là où la donnée est extrêmement intéressante. Et juridiquement, en effet, la donnée anonymisée n'est pas une donnée personnelle. Très bien. Et du coup, comment ça se passe comment les utilisateurs sont informés en fait des données qu'ils laissent sur Internet et Pourquoi bon courage Celles de Weezing sont extrêmement claires, si tu les as lues. On parle des conditions générales d'utilisation. C'est sous forme de FAQ, donc on a voulu faire ça vraiment. Justement, c'est très simple. En effet, il faut lire les CGV, mais ce qui est important, c'est quand vous allez utiliser un service, le service va vous informer quand vous rentrez dans un service quel qu'il soit, vous attendez à ce que des données soient traitées. Typiquement, vous achetez une montre connectée, vous attendez qu'elle mesure vos nombres de pas. Donc on va faire un traitement de données. Parfois, c'est assez obvious que le traitement de données est directement lié à ce que vous voulez faire. Ce qui est plus compliqué, en revanche, c'est en effet les traitements de données qui sont, eux, pas forcément visibles. Et ceux-là sont quand même soumis à un consentement. Donc souvent, vous avez des cases à cocher, vous avez des opt-in de terms and conditions, et c'est vrai que parfois il faut lire les conditions générales de vente, je l'admets, mais ça dépend du régime juridique. Enfin,
En Europe et aux États-Unis, il y a deux approches très différentes. C'est l'opt-in et l'opt-out. En Europe, vous devez dire je suis d'accord pour le faire. Aux États-Unis, c'est demandez-moi de ne plus le faire. C'est vrai qu'il y a un vrai sujet de transparence. De plus en plus, la donnée va être sensible. C'est ça qui va créer la valeur sur des produits qui sont de plus en plus intelligents, qui collectent des données pour en faire des choses, pour personnaliser l'expérience. Parce que en face, les utilisateurs, ils attendent aussi une expérience de plus en plus personnalisée, de plus en plus poussée. Mais il y a un vrai souci, et aujourd'hui, les CGU, les CGV, c'est pas ça qui résout le problème. Il y a même une anecdote assez marrante, c'est une entreprise qui a fait des CGU, et à la fin, qui a dit, si vous lisez cette phrase, je sais pas si tu connais l'anecdote, si vous lisez cette phrase, envoyez-nous un mail à tel endroit, et vous recevrez $1 000 ou $10 000. Ils ont entendu un an, il n'y a pas un mec qui a envoyé un mail, jusqu'à ce que quelqu'un envoie un mail, et ils lui ont dit, mais comment vous êtes arrivé à la fin? Comment vous avez fait, ouais. C'est ça, comment vous avez fait, quoi. J'ai lu tout, j'ai lu, quoi. Et c'est juste, pas de problème. Et c'était le seul au bout d'un an. Donc non, c'est pas. Voilà, en tant que boîte, en tant que créateur de produits, on ne dit pas aux utilisateurs, bah, lis les CGU si tu veux. Enfin, c'est pas vrai. Mais ce qui est important, c'est de montrer à l'utilisateur les données qu'on a sur lui. Et nous, on travaille avec Facebook justement à la création d'un petit profil en fait, qui va te permettre de dire, bah, voilà les données que tu as données dans Jam. Apparemment, tu habites dans telle ville, tu es étudiant, etc. etc. Et en fait, non seulement lui dire, voilà les données que tu as, lui donner la capacité de les modifier, de les supprimer, mais aussi lui dire, en fait, ces données, elles me servent à ça. Tu me dis où tu habites, bah, du coup, dès que tu me demandes un bar, moi, je vais d'abord te proposer un bar dans la ville où tu vis. Si tu me demandes ce genre, etc., etc. Et en fait, si on comprend, si déjà on sait qu'est-ce que le produit a sur nous, comment est-ce que je peux le modifier, comment est-ce que je peux l'enlever, et surtout en quoi ça améliore mon expérience, bon, déjà, on a fait un pas dans la transparence de la relation, quoi. Et globalement, ce mode de système, c'est quelque chose qui se met en place dans beaucoup d'entreprises. Les 3/4 d'entreprises qui traitent de la donnée mettent en place des principes de transparence, mettent en place des principes d'information, et ne pas le faire aujourd'hui et développer une entreprise qui traite de la donnée sans être transparent avec ses utilisateurs, c'est un jour ou l'autre avoir un énorme problème qui serait dramatique pour l'entreprise. Donc la transparence est en effet quelque chose qui est extrêmement important et qui est vital pour toute entreprise qui traite de la donnée. Et je pense que tous d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que pour ajouter à ça, on voit qu'il y a un grand effort de plus en plus fait par les sociétés pour avoir beaucoup plus de transparence, être beaucoup plus, on va dire, réglo sur qu'est-ce qu'ils font des données, quelle est l'utilité, et pas juste récupérer, collecter des données juste comme ça, sans vraiment dire. Et ce qui est tout intéressant, c'est de voir que finalement, même ce soir où on fait un débat sur la donnée, de voir qu'il y a quand même 300 personnes qui se déplacent. Et donc, c'est intéressant de voir que les gens s'intéressent à qu'est-ce qu'on fait de leurs données et qu'on se rend bien compte que finalement, les gens maintenant, quand ils utilisent un service, ils se rendent bien compte que ouais, ils donnent de leurs données, mais ils savent ce que ça peut leur apporter et ils savent un peu les limites. Et ils savent vraiment, ils ont plus une responsabilité, enfin, ils font ça de manière plus responsable. Ouais. Et les sociétés vont aussi dans ce sens-là, donc c'est vraiment très intéressant. Et je pense que du coup, cet événement-là participe aussi à tout ça. Donc c'est assez cool de voir que les gens se déplacent sur ce sujet. Et il y a aussi une autorité en France, peut-être que... La CNIL, ouais. La CNIL sont nos amis. La CNIL sont nos amis pour la donnée. Exactement, non mais absolument. Enfin, la CNIL a un rôle absolument essentiel. C'est vrai que protéger ce que l'on est sur Internet, qu'on ne puisse pas faire du profilage d'individus, de dire que toi, tu vas voter ça, ou il y a quand même un élément démocratique extrêmement important dedans. Et la CNIL, son rôle initial, à la base, c'est d'éviter qu'on rentre dans un État qui sera dicté par la data et par un véritable mise en danger de la démocratie. Donc la CNIL est extrêmement importante et a un rôle extrêmement positif. Elle a le rôle d'autorité, elle a un rôle où elle va encourager les entreprises à être transparentes avec leurs utilisateurs, à demander aux utilisateurs d'être informés. Il y a des communications qu'elle fait assez régulièrement sur des points particuliers qui sont extrêmement intéressantes. Et la CNIL ne doit pas être vue comme étant quelqu'un qui va freiner l'innovation. Je pense que la CNIL se met dans le mouvement de l'innovation et se met dans le mouvement on va accompagner les entreprises. En Europe, aujourd'hui, la CNIL, on a un nouveau règlement européen qui va être mis en application en 2018. Donc c'est une problématique qui est continentale, voire mondiale aujourd'hui, avec l'Europe et les États-Unis qui sont les pourvoyeurs principaux de données. Mais on a une problématique européenne et la CNIL se met dans ce contexte. Et aujourd'hui, la CNIL préside le regroupement des CNIL européennes et on a vraiment un côté très positif de la vision française et qu'on a tous ici à vivre. Et c'est plutôt positif. Et la CNIL est positive. C'est quoi
Moi, naïvement, en fait, je me dis, par rapport à une boîte comme Facebook, c'est quoi le pouvoir coercition de la CNIL en fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui va faire que la CNIL elle va garantir que Facebook il utilise mes datas comme en France on a envie qu'elles soient utilisées? L'image est extrêmement importante. Enfin, après, aujourd'hui, en termes de sanctions, c'est pas énorme. En 2018, c'est une autre paire de manches. Mais aujourd'hui, le vrai point, c'est l'image. Tu prends une assignation de la CNIL, on a une divulgation, la presse va relayer que globalement, ton entreprise n'est pas sérieuse sur la data. C'est problématique. Et là, après, on parle de Facebook qui est quand même une très grosse boîte, mais quand on est sur des plus petites boîtes, entre guillemets, les gros groupes, eux, font vraiment très attention sur comment on gère la donnée. Et ce qui fait que si demain, tu es censé faire un deal avec une grosse boîte, ils vont te demander clairement, de manière contractuelle, d'être réglo sur ta gestion de la donnée. Et clairement, si tu ne l'es pas, et si ton concurrent l'est, tu vas te faire bouffer. Et en fait, avec les nouvelles réglementations qui vont sortir, si tu n'es pas réellement réglo, tu vas perdre en fait tous tes marchés et tu ne vas pas avoir le choix. Et c'est vrai que là, actuellement, niveau sanctions, c'est plus compliqué, mais avec les nouvelles réglementations, on parle beaucoup de réglementation ce soir, mais c'est très intéressant. Mais c'est que les nouvelles réglementations qui vont sortir en 2018 font qu'à partir du moment où on récupère des données d'un citoyen européen, on est obligé de respecter les normes en fait, européennes sur la protection des données. Et ce qui fait que si on ne respecte pas ça, en fait, on peut être attaqué et les sanctions peuvent monter, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. 10. C'est 10 ? Ouais. Donc ça veut dire que si Facebook, demain, se foire juste sur Facebook Italie et fait de la merde sur entre guillemets, la gestion des données et qui sont attaqués et qui sont condamnés, ils peuvent être condamnés à 10% de leur CA mondial. Donc clairement, eux, ils n'ont pas le choix, ils vont forcément respecter. Et puis aussi, c'est une question d'éthique et d'image. Et vu qu'on va tous vers là, en fait, naturellement, je pense que tout le monde va aller aussi vers ça. Je ne sais pas si ça répond. Moi, j'ai une question du coup par rapport aux grandes entreprises qui doivent utiliser pas de données, qui sont vraiment sanctionnées en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a la CNIL, par exemple. On a la CNIL au niveau français. Maintenant, est-ce que des autorités comme la CNIL peuvent sanctionner Facebook si utilise mal les données? Justement, c'est qu'on a mis en place un nouveau règlement européen qui va se mettre en application en 2018 et qui a pour vocation de renforcer les sanctions et de renforcer la coopération internationale sur la protection des données personnelles. Donc on a vraiment une vision européenne qui se met en place et qui est vraiment extrêmement intéressante. Et on va voir ce qui va se passer et comment ça va se produire. Pour les juristes qui cherchent en données personnelles, il y a des offres d'emploi pour Data Privacy Officer à peu près toutes les 30 secondes en ce moment. Donc il y a une sorte de prise de conscience globale qui se produit. Il y a une vraie tendance dans l'écosystème qui est le privacy by design, qui est vraiment ce côté j'intègre dans mon design, dans toutes mes réflexions, la vie privée d'un produit. Et c'est un argument aujourd'hui qui est hyper pertinent, qui est hyper puissant de dire mon produit il est designé autour de le respect de la privacy des données, quoi. Et c'est aujourd'hui tout le monde est privacy by design, c'est vraiment le mouvement hyper cool dans les startups. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Et Sophie, parlons un peu, retournons sur les données Panelis justement. Est-ce que tu peux nous donner un exemple en fait de ce que vous faites vous avec les données et comment ça fonctionne? Donc nous, ce qu'on utilise en termes de données, il y a par exemple tout ce qui est cookification. Et je reviens sur les CGU, je les ai relus aujourd'hui pour bien être sûre. Donc ça fait 5 pages, c'est assez consistant, mais il y a quand même une page qui explique comment effacer ces cookies. Donc les cookies sont en fait des petits fichiers texte qui sont enregistrés sur l'ordinateur quand on visite des pages. Ce qu'a expliqué en gros Jocelyn, on va visiter des pages d'un produit, d'un catalogue, et par exemple on peut être retargeté après. C'est-à-dire on peut avoir une publicité qui s'affiche, par exemple on va sur Decathlon, j'achète pas le produit, après je vais sur ma boîte mail, je vais voir une publicité Decathlon qui s'affiche. Ça par exemple c'est le cookie qui a permis ce genre de retargeting. C'est un peu le principe du cookie. Nous on utilise ça pour tout ce qui est exposition aux publicités digitales. Donc, si on travaille avec un client, par exemple, je vais reprendre Decathlon, désolé pour Decathlon ce soir. Si on a l'accord de leur part pour remonter les données d'exposition de publicité digitale, on va pouvoir dire tel panéliste a été exposé à cette pub ou n'a pas été exposé à cette pub. Et ensuite, on peut avoir un questionnaire pour savoir l'efficacité justement de la campagne publicitaire et savoir si le panéliste se souvient ou non, mais en déclaratif.
Donc on lui demande est-ce que vous avez vu cette pub, oui, non, est-ce que vous l'avez aimée, oui, non, etc., etc. Donc ça permet de quantifier et d'avoir une idée de l'efficacité publicitaire et de mettre en parallèle l'exposition réelle à la pub et le nombre d'expositions. Donc ça, c'est un exemple sur la cookification, mais on peut aussi avoir... on a notre panel qui est renseigné au niveau IRIS. IRIS, c'est en gros l'unité géographique la plus petite pour laquelle on a des données INSEE Open Data. Qu'est-ce que je ça veut dire ? m'explique. En gros, c'est un quartier dans une grande ville. Donc ça permet, par exemple, de savoir que tel panéliste vit dans Paris 10e. On peut avoir des données Open Data sur Paris 10e. Donc on peut mettre en relation des données si on interroge des personnes vivant dans le 10e arrondissement et les données locales et donner du contexte à ces réponses. Ça peut être, par exemple, quand on fait une grande enquête sur Paris, Bordeaux, Nantes, les conditions de vie, quels sont les établissements sportifs, la pollution, etc., etc. Donc ça permet de mettre en relief et en perspective différents types de données. Ok, Juste pour très des bien. exemples. Ouais, très concret. Donc au final, en fait, on laisse des données, mais elles restent anonymes. Et vous Bien n'avez pas sûr. forcément accès. Justement, vous ne savez pas si on a réellement vu la vidéo ou la publicité qui était Alors, ciblée. Le cookie, ça permet de savoir quel a été le... Enfin, on peut retrouver l'ordinateur, par exemple. Donc on a une espèce de clé de matching. Mais ce n'est pas Monsieur Dupont ou Madame Durand, ça va être du CXWXU19. Et ça permet de savoir que ce CXWU19 a vu la publicité. Mais ce n'est pas... Moi j'ai une question par rapport au... On parlait de grandes enquêtes, il y en a eu il y a eu un mois de campagne présidentielle qui vient d'être écoulé, il y a des grandes enquêtes qui ont été faites. Je voulais savoir si sur la présidentielle, les enquêtes que les différents instituts de sondage font, c'était par méthode de CODA, etc., ou si vous utilisez déjà le big data pour médias les choses. Alors, nous, on ne fait pas les enquêtes présidentielles, malheureusement. Mais il y a effectivement des méthodes de quotas qui sont utilisées, généralement avec des panélistes. Mais il y a aussi une tendance au big data. Donc on essaye de prévoir ces résultats d'enquête en fonction justement des données IRIS ou des données géomarketing qu'on peut identifier. Il y a certains instituts qui mixent un peu les deux. Après, il y a encore différentes écoles, on va dire, et c'est toujours à l'état de R&D. Et parfois, il y a aussi des gros flops. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, mais il y avait ParisTech notamment qui avait utilisé uniquement du big data. Et ils ont beaucoup parlé de la prédiction de la présidentielle grâce au big data. Malheureusement, ça leur a fait un peu tort, on va dire. J'ai encore une question. En fait, je me trouve un peu bisounours en fait là. Non mais j'ai aucun doute sur le fait que iAdvice ou Jam vous ne trafiquiez pas les données de vos utilisateurs. Je pense que pour moi le sujet il n'est pas vraiment là parce que vous prendriez plus de risques en fait qu'autre chose à le faire. Pareil pour Weezing. Merci. Surtout que les utilisateurs vous le demandent, donc là c'est encore une démarche. Mais quand on voit que Facebook typiquement sur une campagne présidentielle, il y a un moment, en fait, qu'on soit de gauche ou de droite, enfin, on n'a plus que dans sa timeline quasiment. Alors peut-être là un peu moins ces 15 derniers jours, parce qu'il y a eu des débats quand même un peu sulfureux en fait sur le web, mais globalement, on a réussi à montrer que les algorithmes de Facebook, avec vos données, ils arrivent à savoir si vous êtes de gauche, si vous êtes de droite, et qu'à un moment, dans vos publications, vous allez voir plus que des commentaires, des articles en fait. Moi, j'ai jamais demandé à Facebook de faire ce travail-là pour moi. Il y a quand même une exploitation de la donnée en fait derrière qui interroge à minima en fait quelque part. Et si on va plus loin, le fait que tout ce qui s'est passé avec Snowden, la NSA, en fait, tout ce qui leak en fait à un moment, on se rend compte que d'un coup en fait Google travaille avec effectivement le gouvernement américain. On n'a pas de limite en fait, on ne sait pas où ça va, on ne sait pas ce qui est fait. Donc je nous trouve bisounours, c'est pas contre vous, mais finalement la vraie question de la donnée, ce qui fait peur aux gens, je pense, le big data en fait, c'est cette exploitation-là. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire en fait de ça ? C'est quoi votre position là-dessus ? Comment on se protège de ça en fait en tant que citoyen aujourd'hui ? Est-ce que c'est efficace ? Je trouve que l'exemple du newsfeed un peu filtré, les bulles de réseau où on n'a plus que des articles, des commentaires, etc. de gens qui nous ressemblent, il est hyper fort. Et quand tu dis j'ai jamais demandé à Facebook de faire ce travail,
en même temps, les algos de Facebook, ils sont ultra rationnels. Et le but, c'est qu'on passe le plus de temps possible sur notre newsfeed. Et donc, du coup, si on like des articles, on réagit, on clique, qui sont d'une sensibilité politique donnée, et bah, du coup, Facebook, il va nous en donner de plus en plus. Donc, en fait, oui, on lui a pas dit ne me montre que des choses que je vais aimer. Mais c'est comme si on prend le physique, je vais dans un magasin et en fait, bah oui, là, si on vous dit vous allez dans un magasin, vous allez avoir que des fringues qui vous plaisent, ou alors vous allez avoir un mélange de fringues qui vous plaisent, de fringues qui vous plaisent moyennement et de fringues que vous trouvez horribles. Bah là, tout de suite, je vais dire bah oui, montrez-moi que ce qui me plaît. Mais c'est vrai que à terme, c'est hyper dangereux parce que ça veut dire que du coup, bah, en fait, vous habillez pareil tout le temps. Tu traces ton chemin, voilà, en fait. C'est tout le temps la même chose et on s'ouvre plus du tout. Mais en fait, le comportement pour les designers du newsfeed, etc., il est ultra rationnel. C'est je vais vous montrer des choses que vous allez aimer, vous allez abonder dans ce sens-là, vous allez liker, vous allez cliquer, vous allez être rassuré, vous allez aussi... c'est un truc de phéromones aussi, hein, c'est genre je suis content, on me donne des trucs qui montrent que j'ai raison, c'est génial, tout le monde pense comme moi, je passe du temps, c'est vachement plus agréable que waouh, en fait c'est vachement plus complexe. Donc oui, on l'a pas dit à Facebook, ne maintiens que ça, mais finalement on lui dit aussi bah, c'est comme ça que je réagis le mieux avec ton produit. Mais Facebook en sont conscients, surtout avec ce qui s'est passé avec les élections aux États-Unis. On a beaucoup accusé justement d'enfermer les gens dans une pensée ou dans l'autre. Et les électeurs d'Hillary n'imaginaient même pas que ce soit possible la veille et puis inversement, avec plus du coup de succès. Mais du coup, il y a un vrai enjeu et je pense que c'est en tant qu'utilisateur, en tant que consommateur, continuer à s'informer ailleurs, continuer à trouver des moyens. Et Facebook, s'ils se rendent compte que en fait, on a envie, on tient à s'informer de manière plus générale. Il y a même un site qui est sorti, je crois que ça s'appelle The Conversation, justement, qui est pour chaque sujet, on va vous donner un bord et son contraire, une façon de penser et son contraire. Et les gens commencent, et c'est encore hyper embryonnaire, mais à se dire j'ai pas envie qu'on m'enferme dans un comportement. J'ai pas envie qu'on me propose que des choses que je vais aimer, que des choses avec lesquelles je suis d'accord, etc. Mais oui, la donnée, elle est faite pour que. On aille acheter cette tente chez Decathlon, qu'on aille garder... Enfin, voilà, on en discutait, Amazon qui prédit quel bouquin on va acheter après. Oui, on est content parce qu'en fait, le jour où on clique pour acheter ce bouquin, en fait, il est déjà prêt dans notre panier, il est là chez nous hyper rapidement. Et en même temps, on a envie aussi... Donc, je pense que c'est encore en train de se construire. C'est vraiment le point, c'est j'ai un service, je veux qu'il soit le meilleur possible. Jusqu'où je suis prêt à aller dans le traitement de données personnelles ou dans le traitement de données de manière globale pour que le service soit le meilleur. Et ça, c'est en effet une vraie question. Tu as le même problème, je crois même plus grave que Facebook, parce que Facebook, c'est assez passif, mais sur Google, quand tu recherches quelque chose et que tu te retrouves avec des informations qui sont globalement standardisées pour toi, c'est quand même problématique. Donc, il faut plusieurs moteurs de recherche. Il y a beaucoup de moteurs de recherche qui sont développés sur le principe de dire on ne traque pas, donc on vous donne les résultats qui sont un peu bruts. Après, trouver le résultat pertinent, c'est plus compliqué. Il y a justement un exemple avec Google, ce qui est quand une femme et un homme cherchent des offres d'emploi, ils ne vont pas avoir les mêmes offres et les femmes vont avoir des offres moins bien payées. Mais en fait, c'est horrible. Mais pourquoi ? Parce que le Big Data a dit les femmes vont postuler à des jobs qui sont moins bien payés. Et donc, du coup, elles ont plus de chances d'aller jusqu'au bout de l'expérience et de postuler et d'être contentes. C'est horrible, mais c'est... Voilà, c'est juste que Google, il fait son algorithme, il se dit ce genre de profil, alors eux, ils ne réfléchissent pas à filles ou garçons, etc. Il dit juste ce genre de données, de combinaison de données, il va être content avec ce genre de résultat, ce genre de combinaison va être plus content avec celui-là. Mais du coup, tu ne fais pas changer les choses. Donc il y a peut-être un parti pris aussi. Il y a peut-être une philosophie de l'algorithme. En fait, du coup, pour avoir travaillé pas mal sur des algorithmes, justement de recommandations, etc., le problème, c'est qu'un algorithme, dans l'absolu, n'a pas d'éthique. Donc, c'est-à-dire, l'exemple que tu donnes, c'est que nous, on se dirait, dans l'absolu, on se dirait, éthiquement, c'est chaud, on ne peut pas faire ça. Mais l'algorithme, il ne réfléchit pas comme ça, en fait. Et le problème, souvent, c'est que c'est une boîte noire. C'est-à-dire qu'il va juste réussir à faire matcher un individu par rapport à un groupe d'individus qui ont un comportement similaire et qui vont faire sans doute la même action. Et c'est ce qui fait que on arrive dans des cas où c'était quelque chose qui a été souvent très reproché au moment aussi où il y a eu des affaires avec le terrorisme, etc. Et avec les problèmes de djihadisme, où on disait, en gros, si une personne regarde une vidéo sur YouTube liée justement à des thèses complotistes, et forcément YouTube va lui proposer que des vidéos sur le complotisme.
etc. Donc du coup, c'est vrai que ça pose problème. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'utilise YouTube tous les jours. Je regarde des vidéos qui m'intéressent et je suis content que YouTube me propose des vidéos qui m'intéressent. Et c'est pour ça aussi, de la même manière qu'on utilise Spotify et qu'on est content que Spotify nous propose la musique qu'on connaissait pas mais qui va nous intéresser. La même sur Netflix, la nouvelle série qu'on connaissait pas mais qui va nous intéresser. En fait, on voit qu'il y a toujours une certaine limite parce que l'algorithme, on n'est jamais vraiment capable de cerner la limite et que l'algorithme n'a pas spécialement d'éthique. C'est toujours un peu le problème. Il y a une question par ici. Bonjour, merci d'intervenir. J'ai une petite question parce qu'on parle beaucoup des données, voilà, alors Facebook les traite comme ceci, Twitter comme cela, etc. Mais on sait aussi qu'aux États-Unis, c'est un peu open bar, tout est partagé. En France, on est protégé, il y a la CNIL qui nous surveille. Mais en 2015, il y a la loi renseignement qui est arrivée et qui pose quand même beaucoup d'interrogations sur comment on va exploiter nos données au niveau de l'État. Donc on peut se dire, oui, c'est une entité qui est censé nous protéger et pas utiliser nos données de manière illégale, on va dire. Mais quels sont les dangers que ça apporte et comment s'en prémunir et qu'est-ce que ça va engendrer par la suite? Je sais pas si on va pouvoir répondre à cette question-là sans être fiché, du coup. Non, mais là, c'est une question assez complexe, c'est plus sociétal que vraiment purement donnée. Mais finalement, en fait, je pense que tout ça passe par l'éducation aussi des personnes, savoir comment utiliser Internet, entre guillemets, et on ne peut pas lâcher n'importe qui sur Internet en lui disant vas-y, touche tout, etc. Donc je pense que c'est important, surtout sur les personnes un peu plus jeunes, d'avoir une éducation sur comment on utilise Internet, qu'est-ce qu'on fait de nos données, qu'est-ce qu'elles valent, est-ce que concrètement c'est utile de donner telle ou telle donnée, etc. Mais pour moi, on est plus quasiment sur un débat sociétal que sur réellement une problématique de données. Mais en tout cas, je pense que ça doit sans doute passer par l'éducation, etc. Après, je ne sais pas si vous avez mieux à dire. La liberté ne va pas sans leur public ne vaut rien sans la liberté. On a une autre question. Oui, bonsoir à tous. J'avais une question, on parlait de Facebook, qui plus on likait, plus on nous proposait d'actualités en rapport avec ce qu'on avait liké, etc. Ce phénomène d'engouement et on nourrit notre fil d'actualité. Et moi en ce moment, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, j'ai un souci sur Facebook. Il me limite à 3-4 publications sur ma timeline. Et après, on m'oblige maintenant à ajouter des nouveaux amis. Alors que j'ai quand même plus de 100 amis, on va dire. On va pas dire le nombre exact. Je pense qu'il y a beaucoup d'actualités concernant mes amis que je pourrais voir. J'en voyais énormément avant. Et maintenant, c'est le système de frustration. Et donc, du coup, je me sens fliqué. Je sais qu'ils savent que ça fait longtemps que j'ai pas ajouté d'amis. J'en ai accepté. Et du coup, je sais pas d'où vient ce phénomène et si vous sauriez l'expliquer. Jamais je suis pas le seul à avoir posé la question à Google et il n'y a pas vraiment de réponse derrière, quoi. Un bug? Non, j'ai essayé avec plusieurs. Il faut un test. Sauf sur le téléphone, quoi, ça change. Mais... Fais un feedback. Fais un feedback à Facebook, potentiellement c'est intéressant. Je l'ai fait aussi. Hein. J'ai changé d'ordinateur, etc. Et c'est vraiment lié au compte. Sur Safari, sur Chrome, tout pareil. Exactement. Non, donc du coup, quand on dit que la donnée est séparée du nom, mais et là, je pense pas, quoi, sur ces. Moi, j'avais une question aussi sur... parce que là, on parle du nom, du prénom, c'est important, mais quand on parle d'objets connectés, on parle de rythme cardiaque, du nombre de pas, d'activité physique. Quand on sait qu'aujourd'hui, une entreprise comme Sanofi et Google se sont associés pour faire des études sur le diabète, par exemple, pour avoir bossé un peu dans le milieu, je me dis quelle utilisation vont en faire les mutuelles, la Sécu, les organismes privés. Est-ce que demain on va pouvoir, je sais pas, faire telle activité, on va vous dire non, c'est trop risqué parce que vous avez du diabète, c'est trop risqué parce que vous avez de l'hypertension. Enfin, pour l'instant, moi aussi, je vous trouve un peu gentil sur l'utilisation des données parce que je trouve qu'il y a une grosse dérive actuellement et
La liberté de liker ce qu'on veut, ok, mais la liberté d'utiliser des données personnelles comme des données de santé à des fins soi-disant d'études épidémiologiques, franchement, j'y crois pas 2 secondes, quoi. Ouais. Après, ce qu'on voulait aussi dire, c'est en fait souvent en fait le big data fait par défaut aussi beaucoup peur aux gens parce qu'on entend beaucoup de choses. Ce que je voulais dire, c'était que oui, il faut faire attention, mais il faut pas rentrer spécialement dans une sorte de paranoïa en se disant qu'on est traqué de partout et etc. C'est-à-dire que plus ou moins, on est traqué globalement quand on est sur Internet, mais plutôt plus que moins. Mais on va vers une tendance quand même plus positive où les gens font attention. Après, pour la question justement de les problématiques sur les assurances, tout ça, en fait, on y est déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà des cas aux États-Unis où il y a des assurances qui proposent d'avoir une réduction si jamais on a un bracelet connecté qui permet de suivre telle ou telle activité. Donc c'est déjà des choses qui existent concrètement. Après, c'est toujours... il y avait une étude qui était sortie qui disait même en France qui disait que 70% des conducteurs seraient prêts à mettre un boîtier connecté dans leur voiture contre une ristourne d'assurance. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens sont prêts à se dire, moi, pour payer moins cher d'assurance, je suis prêt à montrer concrètement à mon assureur que je conduis bien et je suis prêt à me faire traquer par mon assureur et à montrer que oui, je respecte bien les limitations, que je conduis gentiment, que je respecte tout ça. Donc ça passe aussi par l'éducation. C'est-à-dire, si les gens sont prêts aujourd'hui à vendre leurs données pour payer un peu moins d'assurance, ça passe par là. Là aussi un point, enfin, je suis un peu dedans avec Withings. Globalement, quand on parle de données de santé, hein, on parle de données sensibles. Donc en fait, la protection attachée à ces données-là est très très différente d'une donnée lambda. Les données politiques, par exemple, ont le même régime. Et donc elles sont toujours soumises au consentement de la personne. Donc systématiquement, une entreprise n'a pas le droit et ne doit pas transférer vos données personnelles à un tiers, un assureur ou quelle que soit l'entreprise, sans votre consentement préalable. Donc c'est vous qui donnez l'accord de le faire. Après, il y a toujours des abus. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu une affaire avec, je sais plus, je crois que c'était une marque de sextoy qui avait un sextoy connecté et en fait ils se sont rendus compte. Ouais. L'exemple est peut-être un peu borderline, mais ouais, désolé. Mais je trouve que l'exemple est intéressant parce que c'est quand même c'était un objet connecté qui récupérait des données. Donc on se dit quand même sur la sexualité, c'est quand même des données très intimes qu'on ne souhaite pas divulguer. Et en fait, cette boîte-là, du coup, qui est une boîte américaine, avait revendu ces données à une grosse boîte qui fait du big data et des analyses de données, sans demander le consentement fait des utilisateurs. Et les utilisateurs, eux, qui pensaient juste avoir les données en local, en fait, se retrouvaient avec les données divulguées et analysées par d'autres. Et ils ont attaqué la société et donc, du coup, ils ont reçu pas mal d'argent. Mais on se dit, c'est finalement une boîte où on a su l'information pour potentiellement X boîtes pour lesquelles on ne le saura jamais et ils ont pu trifouiller. Donc c'est clairement il y a de l'abus et il y en aura forcément toujours et c'est pour ça qu'il faut. Et c'est là une vraie différence entre les acteurs européens et américains. En Europe, ouais, vous ne pouvez pas le faire. Enfin, disons-le très clairement, la loi est très très précise dessus. Vous ne pouvez pas transférer des données sensibles à un tiers sans le consentement de la personne. Ouais, je voulais juste réagir. D'abord, le premier tracker, c'est le mobile. Donc, on n'a pas besoin d'aller sur Internet pour être traqué. Aujourd'hui, là, tous, notre mobile a pingé je ne sais pas combien de fois, à je ne sais pas combien d'applications, et donc a dit qu'on était là. Donc, de fait, on a des données qui partent un peu à notre insu. Et sur les cookies tiers, je ne vous comprends pas tellement. Aujourd'hui, quand je vais sur un site comme Le Monde, je renvoie à peu près mon information de navigation à 20 plateformes tierces qui collectent ce que je suis en train de faire en fait, sur Le Monde, alors que personne ne m'a dit, personne ne m'a informé, en dehors de la réglementation sur le cookie, donc pour la plateforme principale. Et de ce point de vue, je rejoins Jam qui, pour le coup, est dans une très bonne pratique. Voilà ce que je fais avec la data que je collecte sur la plateforme. Par contre, je ne dis pas que je suis en train de faire quelque chose avec ta data, avec d'autres plateformes. Et peut-être que j'ai revendu cette data à la SNCF, etc. Et Le Monde aujourd'hui renvoie cette information à une vingtaine de plateformes. Installez un Ghost Story et vous verrez qu'effectivement, ça part en continu un peu n'importe où. Ça, j'ai pas l'information. Donc en fait, les plateformes peuvent nous dire, bah voilà, je fais des choses plutôt dans ton sens sur cette plateforme que tu es en train d'utiliser. Par contre, je reste tes œufs sur tout ce que je fais avec ta data avec d'autres clients, quoi. Alors, pour l'instant, c'est un peu le cas. Mais du coup, avec la nouvelle réglementation aussi, qu'on a déjà parlé plusieurs fois depuis tout à l'heure, c'est que la nouvelle réglementation, en fait, on sera obligé en fait, d'être informé de
quelles données est collectées personnelles et pour quelle utilisation. Ça veut dire qu'en fait, si jamais il y a 20 sites qui collectent ta donnée personnelle sur le monde, concrètement, à partir de mai 2018, le monde devra te dire qu'on va collecter telle ou telle donnée personnelle pour telle ou telle utilisation. Et c'est tel partenaire est vraiment nominé qui utilise ta donnée pour tel usage. Et par défaut, en fait, la collecte ne se fait pas. C'est-à-dire que tu seras obligé de dire de manière, en fait, de accepter que les personnes collectent ta donnée. Mais par défaut, en fait, ça sera refusé. C'est-à-dire, c'est toi qui devras aller et dire, ok, je veux bien que ce partenaire-là qui utilise mes données personnelles pour proposer telle source d'information supplémentaire, et qui collecte mes données personnelles, et hop, du coup, tu devras accepter. Je pense que ça pose aussi la question du business model. Si on prend un site comme Le Monde, ça pose la question de la valeur de la donnée, en fait. On dit la donnée, c'est l'or du 21e siècle. C'est ça qui rémunère, par exemple, un site d'information, un site gratuit. Et donc, si vous dites à des gens, vous prenez 100 personnes et vous leur dites, qui veut payer pour pouvoir aller sur lemonde.fr ? Peut-être qu'il va y avoir quelques personnes qui vont accepter. Qui ne paye pas, mais veut des publicités ? Quelques personnes vont accepter. Et qui ne veut pas payer, ne veut pas de publicité, mais est prêt à ce qu'on ping d'autres sites en leur disant, voilà, on a telle personne avec telle caractéristique qui vient sur mon site. Vous avez une expérience qui est gratuite, qui n'a aucune friction publicitaire, etc. Qu'est-ce que vont choisir les gens ? Et en fait, si les gens ne sont pas prêts à payer pour le service, qu'ils n'ont pas envie d'être assaillis de publicité, qui mettent des ad bloqueurs, et je suis la première à le faire, à un moment, il faut bien rémunérer aussi la création, le travail, la connaissance. Et donc, ça pose une vraie question de business model. Mais si on n'a plus envie de payer pour avoir de la musique, pour avoir des news, pour avoir des films, etc., pour aller sur Internet, il y a un moment, c'est pas... là, justement, ne soyons pas bisounours, il faut bien rémunérer le travail, la création. Et la donnée, c'est une manière de dire, voilà, finalement, je rémunère, je viens, et... C'est un peu bizarre, hein, c'est un peu, sans aller dans un peu une prostitution du XXe siècle, quoi. Je l'ai dit. Mais voilà, je ne suis pas prêt à payer, mais du coup, voici ce que je donne en échange, c'est des connaissances qui vont alimenter du big data ou qui vont alimenter même le fait que, oui, moi, je suis prêt à acheter telle chose, etc. Et à un moment, il faut bien payer, quoi. Et pour ajouter un point, c'est par rapport au consentement, au fait d'être d'accord d'avoir ce genre de cookie qui est installé. La vraie question, c'est une question du UX. Est-ce que j'ai envie de passer toute ma navigation à dire OK. Au bout d'un moment, ça devient très très lassant. Aujourd'hui, on voit le bandeau cookie qui a été installé. J'ai quelques très très bons exemples de bandeau cookie qui dit je vous ai mis un bandeau cookie parce que c'est obligatoire, mais je ne veux rien mettre dessus. Bon, voilà. Mais globalement, on oblige les sites web à avoir un bandeau cookie. Qui a lu le bandeau cookie ? Qui a cliqué sur le lien pour lire les pas CGI ? énervé de devoir faire Voilà, chaque fois. Mets un cookie pour enlever ce bandeau. Ce qui est légal. S'il vous plaît, j'ai une petite question. Du coup, oui, mais en fait, je me disais, vous avez dit tout à l'heure que plus en fait, des fois, on pouvait donner la possibilité à des utilisateurs d'avoir accès à leurs données, soit sous forme, je sais pas, de graphiques ou sous forme de résultats sur une page Facebook par des publicités. Mais moi, je me demandais en fait si ça n'avait pas tendance justement à peut-être un peu biaiser de plus en plus le comportement des utilisateurs, parce qu'ils prenaient conscience de cette utilisation des données et cette interprétation en fait. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais est-ce que dans l'avenir, en fait, le fait que les données soient de plus en plus accessibles, que moi je sais très bien que si j'ai une pub sur une paire de chaussures, c'est que j'ai envie de paire de chaussures, ça a tendance à biaiser mes futurs comportements sur Internet et à les modifier. Tu as un super exemple de ce qui s'est passé avec les Google Glass. Google a lancé des Google Glass et a arrêté de les faire parce qu'ils se sont rendus compte que quand tu es en face de quelqu'un qui a des Google Glass, ton comportement n'est pas le même. Tu changes ton comportement parce que tu sais que tu es filmé, que quelqu'un peut enregistrer ce que tu dis. Et comment vous allez, je sais pas, pour vos futures professions respectives, vous agissez comment du coup à ça, au fait que, je sais pas, le changement de comportement par les utilisateurs Nous, dans notre cas de Withings, notre but, c'est justement de faire que l'utilisateur il collecte sa donnée et il puisse la voir. Donc après, c'est notre business model de montrer la donnée. Donc nous, tout ce qu'on collecte, on le montre et on le ressort à l'utilisateur. Après, c'est chacun son business model. Encore une fois, c'est son business model. Je pense que c'est même sain en fait que l'utilisateur soit au courant des rouages en fait, des algos, des règles qui régissent les produits et de dire voilà, moi par exemple, je sais que je vais aller liker des sites de news qui sont contraires à ce que je pense, mais comme ça, je vais avoir de l'information. Enfin, c'est même malin et pourquoi pas. Non, ouais, d'accord. Alors moi j'ai une question parce que du coup là au fil du débat on a montré que
justement, parce qu'on disait sur le monde, si on demande aux utilisateurs, ils sont plus aptes à donner leurs données qu'à payer. Et donc on est d'accord après pour dire que sur le big data, il y a un danger et que ça pose des questions éthiques. Est-ce que vous, dans vos boîtes respectives, vous avez vu ces questions éthiques qui se sont posées, et est-ce que vous avez dû faire des choix, choisir plutôt l'éthique ou plutôt la réussite de la boîte? Est-ce que ça a pu poser problème chez vous? Nous, on a un principe assez fondateur chez Jam qui est le principe de l'aléatoire. C'est-à-dire que quand on va proposer des bars, des restaurants, des cafés, des films, etc., on va bien sûr on va regarder les critères que nous a demandé la personne, mais on va essayer aussi de lui ouvrir un peu en lui disant bah, tiens, celui-là, il est un peu plus loin, mais il est différent. Ou celui-là, bah, tu m'as demandé des burgers, mais en fait, tu me demandes souvent des burgers, bah tiens... va manger un petit truc, une petite salade, quoi. Enfin, c'est pas aussi évident que ça. Mais il y a un côté, on n'est pas que là pour faire plaisir, et on se positionne comme un prescripteur, un média, et on dit, bah non, parfois j'ai des convictions, et tiens, tu pourrais faire ça, tu pourrais changer d'habitude, tu pourrais aller là, et on n'est pas juste là on n'est pas un moteur de recherche en fait. On va pas te donner que ce que tu viens chercher sur Jam. Le but c'est qu'il t'ouvre les yeux, qu'il t'inspire, qu'il te fasse découvrir des choses, et même si parfois peut-être que justement des gens vont se dire bah il va pas toujours dans mon sens, il me propose pas toujours exactement ce dont j'ai envie, la soirée à laquelle je vais, le genre de soirée, etc. tout le temps, bah déjà, on n'a pas envie de faire autrement. On n'a pas envie de dire bah, pour avoir une meilleure rétention, les gens qui reviennent, le machin, plus de. Eh ben, on n'a pas envie de compromis là-dessus. Et on pense que à terme, bah, ça va rendre le produit plus intelligent en fait, parce que j'ai pas envie de parler d'intelligence artificielle si c'est juste de l'habitude artificielle, quoi. Si c'est tiens, bah, t'aimes ça, bah, je vais te rendre ça, etc. Pour moi, le côté intelligent, il faut aussi creuser un peu et se dire bah, l'intelligence, c'est aussi quelque chose qui va te surprendre. Moi, je suis désolé, je pose plein de questions, mais j'en ai une, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur le fait que les gens, visiblement, moi je ne le savais pas, la réglementation elle va changer en fait, là, en 2018, on va forcer entre guillemets, les gens à accepter en, fait, en gros l'utilisation qui va être faite de leurs données. Et je reprends l'exemple qu'on a donné tout à l'heure sur l'histoire des assurances ou du boîtier dans les voitures, en fait, qui potentiellement peut effectivement être incitatif pour une certaine population pour payer moins cher, en fait, ce genre de choses. En fait, moi j'ai quand même un gros doute sur le fait que les gens sachent vraiment en fait, ce qu'ils signent aujourd'hui. La preuve, c'est que je pense que vous êtes tous comme moi sur Facebook. On voit encore en fait, à longueur d'année des gens qui disent « je refuse que Facebook utilise mes données personnelles, relayées en fait, en machin ». Le truc, t'es là, mais non, mais les gens, vous êtes sur Facebook, ce truc-là, vous l'avez déjà signé, Facebook fait ce qu'il veut de vos données, enfin, point barre, quoi. Mais ça revient, et ça va revenir encore pendant 10 ans, en fait, c'est sûr. Mais une fois que... Voilà, donc j'ai quand même un doute sur le fait que les gens sachent vraiment ce qu'ils signent. Et puis, en fait, le truc, c'est qu'une fois que, potentiellement, on reprend l'exemple de la compagnie d'assurance, une fois que 80% des utilisateurs potentiellement ont accepté de passer ce contrat-là en fait avec l'assurance. Est-ce qu'il n'y a pas en fait quelque part une forme de légitimation en fait morale et que c'est accepté pour tout le monde en fait et que finalement c'est plus facile pour la compagnie d'assurance de squeezer les 20% qui restent en fait en disant non mais attendez maintenant notre modèle il est comme ça, on a 80% de nos utilisateurs qui ont accepté de nous donner leurs données et qu'on en fasse en fait ce qu'on veut, et on leur a filé 15% en fait de réduction sur le truc, pour les 20% qui restent, je suis désolé, ça va être la même chose quoi. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en fait quelque part que finalement ce soit ce monde-là qui se dessine le parce scénario que Black Mirror, clairement, le visuel qui était en fond de l'événement, c'était ça, c'était tu veux avoir un crédit pour aller dans un appartement, en fait on va regarder ton score de popularité, de réputation. C'est une très bonne série en fait d'anticipation, il faut vraiment regarder, c'est hyper intéressant. Horrible, c'était. C'est horrible, mais ouais. Mais ça pose plein de questions. Mais est-ce que la dérive en fait quelque part, c'est pas un peu celle-là quand tout le monde aura accepté de filer ses données parce qu'on y trouve un avantage ou un autre? Finalement, ceux qui voudront pas le faire vont se retrouver un peu mis à l'écart en fait du truc parce que il y aura malgré les protections, je sais pas en fait. Est-ce qu'il n'y a pas un scénario comme ça? Est-ce que c'est le rôle des entreprises de le faire? Enfin, la question c'est l'utilisateur lui-même qui fait son choix. On est une entreprise, on est des acteurs économiques. C'est pas à nous de définir aux gens ce qui est le bien et le mal. C'est à eux-mêmes de le faire ou au législateur. C'est un peu facile en fait. Non, mais c'est vrai, c'est le législateur qui doit intervenir là-dessus. Là, il y a des entreprises aujourd'hui. Je pense qu'il y a une forme de moralisation. En fait, on peut pas balayer d'un revers de main. En fait, le fait de dire oui, c'est pas à nous de dire si c'est bien ou mal. A priori, si je prends Marjolaine, elle a quand même une conscience en fait sur ce que va faire sa boîte, de la façon dont elle veut utiliser les données de ses utilisateurs. Mais aujourd'hui, parce qu'en fait, Weezing est dans ces cadres-là, avec les assurances, ce genre de questions. Le principe étant, nous, on ne
travaille pas dans ce cas de figure. Le point étant, c'est malheureusement à l'utilisateur qui a ce choix-là. L'utilisateur, et c'est quelque chose d'assez positif. En fin de compte, c'est lui qui décide. Après, si on veut créer des contraintes complémentaires, c'est en effet au législateur, et c'est ce qu'il a fait. Le législateur s'est saisi de cette question-là par rapport au règlement européen qui arrive en application en 2018. Ce règlement européen va permettre d'informer, de mettre en œuvre une pression sur les entreprises pour pas qu'elles fassent tout et n'importe quoi, que Facebook ne puisse pas traiter comme il l'entend et de manière absolument libre les données. Il y a un consentement nécessaire des gens sur le traitement de données personnelles. Et c'est très positif. Et on est dans ce sens-là. Et Black Mirror ou autre, l'anticipation, elle permet de lever des débats. Et ces débats-là sont nécessaires et permettent d'arriver sur des solutions qui sont pragmatiques pour l'ensemble des acteurs économiques et politiques par rapport à cette problématique-là. Parler des vraies questions. On attendre le match. Ah, mais du coup, je pense que c'est vraiment intéressant qu'on en parle tous ce soir, parce que je pense que ça passe encore une fois par vraiment la responsabilité au niveau de l'individu, et ça passe par l'éducation et entre guillemets de se rendre compte que oui ou non, est-ce que c'est intéressant que je donne ma donnée là ou pas, etc. Mais je pense que c'est un débat sociétal qu'on devrait avoir. Pardon ? L'entreprise le choisit. Clairement, une entreprise choisit son modèle éthique. Est-ce qu'elle est transparente avec ses utilisateurs ? Au-delà de fait, rien que par exemple, d'accepter de réduire le prix d'une assurance en fonction de l'utilisation ou pas de données personnelles, si une entreprise accepte de faire ça, elle accepte d'aller vers le monde proposé par ce qu'on voit dans Black Mirror, et elle l'accepte complètement et elle ne peut pas se cacher derrière. C'est l'utilisateur qui a fait le choix. C'est l'entreprise qui a fait le choix de. C'est pas vrai. Sinon, pour reprendre la même question qu'il y avait en 1945, qui c'est qui conduit les trains? Sur ce. Très bien. Est-ce qu'il reste des questions? On va devoir passer à la suite. Ah, s'il y a une question. Bonsoir. Claude Cadario, j'ai un cabinet de conseil en sécurité, risk management et conformité informatique et liberté. Je trouve que votre débat est tout à fait intéressant. Je voudrais qu'on puisse recentrer un tout petit peu le débat sur la création de l'entreprise. Il m'arrive régulièrement de rencontrer des étudiants en phase finale de master ou des post-étudiants qui ont décidé de monter leur start-up. Alors, en fait, je crois qu'il faut quand même les avertir en leur disant qu'il est intéressant, au moins à minima, de consulter le site de la CNIL avant de se lancer dans la grande aventure. Je vais vous donner un exemple. Je vais rester très vague. Je rencontre au cours d'une soirée une post-étudiante qui me dit « Oh, moi, j'ai une super idée. » Je repense à Marjolaine, c'est une super idée. Et donc, elle me dit, voilà, tu vois, moi, je vais faire ça, tout ça. Ah, j'ai dit, ouais, c'est super, quoi. Et tu penses que ça va marcher longtemps? Ouais, c'est génial, parce que c'est inédit, tu vois, moi, j'ai les données médicales et tout ça, quoi. Et alors, en fait, elle m'explique son application. Son application, elle est très tendance. Son petit copain, qui est ingénieur, a monté une base de données où il y a tout. En fait, ça pourrait se résumer à la construction d'une maison avec l'eau, le gaz, l'électricité dans le même tuyau. Et là, il y avait effectivement un danger. Et je lui explique qu'en fait, il y a une loi qui prévoit que les données sensibles médicales, ça doit faire l'objet d'une autorisation de la CNIL. Il y a aussi une déclaration auprès d'un service du Premier ministre, etc.
Et je lui explique qu'en fait, on ne peut pas tout mettre, le marketing, le médical, etc. On ne peut pas tout mettre dans l'application. Eux, ils ont trouvé le truc génial. En fait, du secrétariat jusqu'au, comment ça s'appelle, au commercial, tout le monde a accès à tout dans la base de données. Et non, je crois qu'il faut bien rappeler que une base de données, au démarrage, elle a une destination, que cette destination doit être respectée, qu'on doit collecter des informations, des données justes et nécessaires, et pas aller au-delà. Et donc, en fait, je pense qu'il faut quand même avertir nos camarades que, avant de se lancer dans la grande aventure, il faut quand même consulter un minimum ce qui se passe au niveau de l'informatique et liberté. Je reviens au niveau des sanctions. La CNIL a la possibilité de faire cesser instantanément quand elle s'aperçoit qu'une telle base de données existe, une telle application existe. Elle a le pouvoir de mettre en demeure, de se mettre en conformité. Alors des fois, en fait, quand on traite des données personnelles sensibles, c'est un arrêt immédiat de l'usage de l'application. Et en termes de sanctions, bon, jamais la CNIL n'ira sanctionner des étudiants ou des post-étudiants pour un tel montage, mais bon, c'est un petit coup de frein nécessaire dans le respect de la liberté des uns et des autres. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Très bien, merci. Du coup, on va s'arrêter là. Merci à tous. J'espère qu'on a pu répondre à vos questions et sinon vous pourrez aller les chercher au cocktail si vous en avez d'autres. Je laisse à ça. On va inviter les personnes pour le concours de pitch. Donc Clément va venir animer. Et avant de passer à la troisième partie du concours de pitch, je vais aller voir Julie Boiveau qui est facilitatrice graphique. Peut-être que tu peux nous expliquer ce que ça fait ce soir. Bonsoir, donc ce que j'ai fait, ça s'appelle de la facilitation graphique. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'idée c'est de capter en direct, comme vous avez vu, les propos qui ont été évoqués ce soir. Je peux repasser juste très rapidement sur l'histoire de Jam par rapport à la problématique qui est plus important de trouver le vrai problème à résoudre plutôt que de trouver une idée fabuleuse pour changer le monde. Vraiment, voilà, de réfléchir à ce problème-là, de tester rapidement son idée et d'avancer par itération pour répondre justement à la solution de l'utilisateur. Ça a été ce qui a été évoqué en introduction. Et ensuite, il y avait toute la question des données qui sont stockées. Donc là, on était plus dans l'utilisation, le mécanisme, les rouages de Jam, mais aussi des autres entités, Facebook, Twitter, Google et les autres, avec des données qui sont stockées et une intelligence artificielle qui les traite. L'idée, c'est que l'intelligence artificielle, elle va permettre de résoudre le problème. Donc, il y a un problème, elle traite les données, que l'utilisateur lui donne des données pour trouver une solution. C'est-à-dire que l'utilisateur, il a une attente très précise, il sait exactement ce qu'il veut. Et donc, l'entité, l'entreprise, elle va chercher à lui donner exactement ce qu'il veut, ce qui pose le problème de l'ouverture. C'est-à-dire que quand j'ai exactement ce que je veux, je ne sais pas forcément ce qui existe à côté. C'est ce qui a été soulevé pendant le débat. Donc, entre ce qu'on attend et ce qui pourrait exister. Donc, ça pose la question de l'éducation, savoir choisir, être éduqué à Internet, savoir utiliser Internet. Donc toute la question de l'utilisation des données, qu'est-ce que va faire cette entreprise pour répondre à la solution de l'utilisateur? Elle peut exploiter la donnée, elle peut au contraire être très transparente, elle peut revendre les données, elle peut montrer la donnée à l'utilisateur. Il y a des autorités de régulation qui ont été mentionnées, qui sont ici. Et la question du choix, en fait, qu'est-ce que choisissent ces structures-là? Qu'est-ce que les entreprises vont choisir de faire des données et qu'est-ce que les individus vont choisir également de demander, de ne pas demander, de refuser. C'est vraiment le choix de chacun qui est important là-dedans. Voilà pour le visuel.